à tous, je suis très heureuse de nouveau vous accueillir pour cet deuxième épisode de Heroes Meeting. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis hyper contente que enfin j'ai pu avoir ce rendez-vous avec une merveilleuse femme que je vais vous présenter dans pas très longtemps. Elle s'appelle Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour la joie. Comment tu vas ? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, on va être à l'aise, on va se détendre, on va discuter comme si tu parlais à ta petite sœur parce que oui, Clémentine, c'est une grande sœur pour moi que j'ai connue à Liège et voilà, qui m'a bouleversée par son histoire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu vas nous expliquer qui est Clémentine. D'accord. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Qui est Clémentine ? Premièrement, je dirais Clémentine est une jeune femme de la trentaine d'années, maman, et je suis dans le métier de soignante. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est elle, Clémentine. Exactement, on ne demande pas l'âge à une femme, donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. La trentaine. Elle est dans la trentaine. Comme vous le savez, Clémentine, c'est une jeune femme. Hein, elle est jeune, on est tous jeunes dans cette émission. Une jeune femme qui est aussi maman et la future femme de quelqu'un aussi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous replonger un instant dans ton histoire, commencer à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu es là aujourd'hui ? D'accord. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une survivante de ce qu'on appelle aujourd'hui féminicide, ce qui veut dire acte cruel posé par un ex-mari ou par un homme, par une conquête, peu importe. Mon histoire date de 2015. Mais si je dois bien commencer, il y a tellement de détails que je vais passer. Oui. Pour ne pas trop être très très longue. Oui, alors désolée de te couper quelques instants. Alors à chaque fois quand quelqu'un donne un témoignage, comme par exemple mon histoire, j'ai bien expliqué, si vous regardez l'épisode précédent, d'ailleurs il faut le regarder, j'avais bien expliqué qu'on n'est pas là pour blâmer quelqu'un ou insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but de cette émission. L'émission, c'est vraiment de parler de son témoignage, de son histoire et pour aider d'autres femmes. Donc j'espère qu'on est bien d'accord sur ce point-là et je pense qu'elle est du même avis que moi. Donc je te laisse continuer. Donc voilà, mon histoire date de pas maintenant. Donc si je dois faire une globalité de mon histoire, cela commence de l'adolescence. J'ai toujours dit, mon témoignage, c'est un témoignage fait pour les adolescents, les adolescentes, les jeunes femmes, les jeunes mamans, les célibataires, les mariés, les divorcés. Parce que cette histoire enrobe la totalité, sans oublier la foi et la croyance. Amen. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un homme dans ma vie avec qui nous avons partagé des moments merveilleux, mais malheureusement cet homme était toxique. Aujourd'hui, on a tendance à meuler un peu toxique, etc. Toxique, violence ne veut pas dire seulement je frappe, je fais du mal physiquement. D'accord. Toxique veut aussi dire qu'il y a une violence psychologique qu'une personne subit. Cette personne, lorsque je l'ai rencontrée, malheureusement à cette époque-là, je n'avais pas conscience de tout ce qui était violence conjugale, tout ce qui était violence verbale, physique, psychique. Je n'avais pas conscience de tout ça. Je ne connaissais pas tout ça. Donc lorsque j'ai rencontré cet homme, premièrement, il était plus âgé que moi. De combien d'années plus ou moins ? 12 ans. D'accord. 12 ans. Oui. Si je dois vraiment dire pourquoi je me suis mis avec cet homme, c'est parce qu'à chaque fois, j'avais autour de moi les amis qui me disaient à cette époque-là, j'étais vraiment quelqu'un de très, très, comme on dit, ambianceuse. Hein. D'accord. Quelqu'un qui aimait vivre, quelqu'un qui fumait, quelqu'un qui prenait de l'alcool. J'étais vraiment dans le move. Je pense que tu connais tout ça. En Donc, effet. je l'ai rencontré dans ce stade-là, dans ce mouvement-là. Lorsque je l'ai rencontré, je me suis mise avec. Pourquoi ? Parce que autour de moi, les copines, les amis m'influençaient en me disant « Écoute, il y a un moment… » Parce que j'étais la seule dans mon groupe qui n'avait pas encore d'enfants, qui n'était pas casée, malgré qu'elles n'étaient pas casées, mariées, etc. Mais copains, copines, enfants, etc. Et j'étais la seule qui n'était pas dans ce mouvement-là. Et alors, quand j'ai rencontré cette personne, j'avais à mes côtés une amie avec qui j'étais,
qui me disait à chaque fois, mais écoute, c'est quand même le moment, tu vois, passer de jeune garçon à jeune garçon, ben, c'est vraiment pas le mood, on va dire ça comme ça. Ici, lui, il est plus âgé, il saura te gérer, etc. C'est toujours mieux et tout. Au départ, c'était un refus catégorique, mais au fur et à mesure, quand tu parles, comme on dit, la petite vie en mangeant. C'est ça, tu te poses des questions, Voilà, tu te dis, ah oui, mon âge avance. Voilà, et l'âge tout. avance, c'est vrai, les autres ont, moi, j'ai pas, etc. J'ai accepté la relation avec ce monsieur. Notre relation à nous, c'était basé plus sur l'alcool, la cigarette et tout ce qui était illicite. Je ne vais pas citer les noms, mais tout ce qui était illicite. Lorsque nous avons commencé cette relation, j'ai directement été vivre. Donc, j'ai quitté mon appartement pour aller chez lui. D'accord. Lorsque je suis allée chez lui, la même personne qui m'encourageait tout le temps à me dire oui, il faut te mettre en relation, etc., m'avait jamais prévenu que la même personne qu'elle me présentait, la même personne qu'elle me disait d'aller vers lui, c'était déjà un ex-beau-frère à elle. D'accord. Donc, si ça n'a pas fonctionné avec sa sœur ou sa cousine, c'est parce que justement, il était violent et quand il est parti, il a eu aussi à avoir des attouchements, des trucs comme ça. Vraiment plein de choses qu'il avait fait auparavant qu'elle m'avait cachées. D'accord. Lorsque je me suis mise avec et que la relation a commencé, c'est par après qu'elle me dira, oui, écoute, la personne, ceci, cela. Elle me raconte l'histoire, mais tu es déjà T'es déjà dans dedans, l'histoire, oui. je suis déjà dedans, je me vois mal, j'avais déjà fait la publicité en relation, etc. Sortir de là. Donc j'ai dit, en fait, on a tous un problème, certaines femmes surtout, de se dire, mais écoute, je me mets avec, je veux le changer. Oui. C'est pas Dieu va le changer, mais je vais le changer. Je vais le changer, exactement. Oui. Ok. Donc quand je me suis mise avec, j'ai eu le réflexe d'appeler ma maman pour lui prévenir que, écoute, je me suis mise en relation, je suis déjà dans la maison d'eux. Et c'était une relation que ma maman n'avait jamais, jamais cautionnée. Dès le départ, ma maman ne voulait pas de cette relation. Mais voilà, lorsque la jeunesse est là, lorsqu'on a déjà envie, lorsqu'on a déjà entamé une chose, il n'y a personne qui peut dire quelque chose à une adolescente. Quand on est adolescente, on connaît tout. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'elle t'expliquait pourquoi elle ne voulait pas de cette relation? Oui, elle m'expliquait. En fait, si tu veux, j'ai une maman qui est très spirituelle. J'ai une maman que j'ai l'habitude, même lorsque je parle d'elle, je dis toujours, c'est une femme de feu, une femme de prière. À plusieurs reprises, il y a des choses qui se sont passées qu'elle a vu ça dans les songes. Avant que je l'appelle pour lui dire que je me suis mise en relation, dès que je l'ai appelée, elle me dira, ce même jour, elle me fait « Ah, tiens, ça tombe bien que tu m'appelles. Écoute, aujourd'hui, j'ai rêvé que tu étais chez un homme, que tu me présentais comme être ton copain. Mais le problème, c'est que je vous ai vu vous battre avec cet homme et cet homme a tenu le couteau. Wow. Et je me suis réveillée. Donc, quand elle m'a dit ça au départ, je me suis dit, c'est maman, quoi. Les mamans abusent. Les mamans abusent toujours, donc, ok, c'est bon. J'ai rien à dire, il ne s'est jamais rien passé. En tout cas, pas déjà. Donc, quand elle a dit ça, je n'ai pas pris en considération. Je lui ai dit, et déjà lorsque je lui ai dit, écoute, j'ai quelqu'un, et que avant de lui dire ça, elle m'avait parlé de son songe, elle m'a dit, écoute, malgré que tu me dis ça, moi, avec tout ce que je viens de voir, plus la nouvelle que tu me donnes, je ne suis pas vraiment pour. Ça, c'était déjà la première chose. Pour ne pas m'éterniser dessus, nous sommes restés avec cet homme pendant quelques années. Il se fait que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, c'était pas aussi en accord avec ma maman, donc voilà. Mais elle s'est dit, ben, l'enfant il est là, tu vis avec, ben, tant pis, on y va, on continue. Ensuite, l'enfant est né. On était toujours dans notre mood fumée, cigarette. Je suis tombée enceinte, malgré la grossesse, je fumais, donc la totale. Lorsque j'ai eu mon enfant, petit à petit, on s'est décidé de commencer à aller à l'église. D'accord. On a commencé l'église, on a commencé à suivre les enseignements. Et là, il y a une chose qui me suis revenue et je me suis dit, ah ben voilà, justement, comme on dit, ben, je peux le changer. En allant à l'église, il va changer. Moi, j'ai arrêté de fumer, il a arrêté de fumer. On a vraiment commencé à prendre le droit chemin. Le problème, c'est que dans ce parcours, moi, lorsque je faisais mon parcours d'arrêté, lui me faisait croire que son parcours était entamé aussi et qu'il avait arrêté, tout ça. Entre-temps, c'était faux. Et lorsque je l'ai découvert, c'était un peu trop tard. Donc, en allant à l'église, nous avons fait le vœu, nous nous sommes baptisés, nous nous sommes mariés en 2013. D'accord.
En 2013, on se marie. En 2014, ça ne va pas, mais vraiment pas. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ça ne va pas. C'est la relation ne fonctionne plus. En Il y avait fait, déjà des violences ou qu'est-ce qui n'allait la pas? violence a commencé déjà lorsque j'ai annoncé à ma maman. Il y a eu des fois où on se disputait, il y a eu des fois où j'apprenais des choses, mais en retard. Il y a eu des gens qui sont venus nous agresser. Pourquoi? Pour son passé. Il y a eu beaucoup de choses. D'accord. Et la violence, vraiment, que je vais dire au départ, c'était même pas la violence c'était envers moi et mes amis. Première chose qu'il a fait, c'était enlever tout mon entourage à mes côtés. Oui, t'écarter de... M'écarter de mes amis, de ma famille. Oui. Donc la seule personne que je parlais encore, et ça doit rester au téléphone, c'était ma mère. D'accord. La seule personne qui, malgré le comportement difficile, les paroles difficiles du monsieur, qui est restée à mes côtés, c'est celle qui est aujourd'hui la marraine de mon fils. Elle a supporté les insultes, elle a vraiment tout bravé avec moi. Donc la violence a vraiment commencé plus moralement, en fait. Oui. Ensuite, après l'accouchement, après le mariage, c'était « tu es grosse, tu es bonne à rien ». C'était vraiment les insultes, Les violences verbales, voilà. oui, et morales. Oui. Voilà. Et le jour où il est vraiment passé à la violence physique, c'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte pour une deuxième fois. Et malheureusement, la grossesse était extra-utérine. On était obligé de retirer. Oui. Donc, il m'accompagne à l'hôpital. On va à l'hôpital, on retire donc la grossesse, etc., la trompe. Et au retour, violence. Mais vraiment, je ne peux même plus dire pourquoi on s'était disputé ce jour-là, parce que j'étais déjà pas bien. Mais violence, c'était la première fois qu'il me touche. D'accord, Et qu'il me physiquement. frappe. Voilà, Oui. physiquement, je sortais d'une opération. Et pour moi, je trouvais que c'était... C'est grave, c'est énorme. Je sors de l'opération, tu me frappes. Et pour se faire excuser, ça tombait justement que quelques temps après, c'était mon anniversaire. Il organise un anniversaire pour cacher tout ça, pour demander pardon. J'accepte. Oui, On alors, passe l'anniversaire. ça, c'est vraiment... On va évoluer dans l'histoire, mais ça, c'est vraiment des... comme on appelle des pervers narcissiques. En fait, ils sont comme ça. Ils passent à l'acte. Ensuite, ils demandent pardon, ils essayent de se faire pardonner, ils deviennent gentils, mais pour la suite, changer encore. Et le pire dans tout ça, lorsque tu as un pervers narcissique, il te fait croire que c'est toi. C'est ça, c'est toi le qui est problème. la mauvaise, c'est toi le problème. Parce que bien qu'on s'est disputé, bien qu'il m'a touchée, mais c'était moi. C'était de ma faute. J'aurais pas dû faire ou dire. Donc après l'anniversaire, donc le lendemain de l'anniversaire, donc c'était à la maison. Il y avait vraiment, comme on dit, le bordel total. Mais voilà, je sors de l'opération, l'anniversaire. Je lui dis, écoute, je vais rien faire aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée et je ne sais plus qu'est-ce que mon fils avait fait. Sous la colère, j'ai pris une claque, j'ai giflé mon fils. Et là, il a vu rouge. De nouveau, violence physique, etc. Après cet événement, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, écoute, trop c'est trop. Oui. Je n'ai plus personne à côté de moi. Tu m'éloignes de tout le monde. Aujourd'hui, ça devient physique. Tu me frappes. Après l'opération, quelque chose pouvait se passer. Je meurs. Et à ce moment-là, on habitait en Flandre, mais vraiment loin de tout le monde. Je fais, si quelque chose m'arrive ici, à part les vaches qui sont autour de nous, il n'y a personne. Ma mère ne sera pas au courant. Si ça continue comme ça, je préfère prendre mes affaires et partir. Mais déjà avant ça, il y a eu plusieurs épisodes où ma famille me demandait de partir. Même si vous êtes mariés, tu as le droit de partir. Même si ceci, tu as le droit de partir. Et il y a un épisode que j'ai passé, c'est vraiment avant le mariage, lorsque les deux familles doivent se rencontrer. Lorsque le pasteur doit rencontrer la famille pour vraiment mettre les choses en place, il y a une chose qui s'est passée et aujourd'hui, je dis que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Lorsque le pasteur est arrivé pour faire part avec ma mère, la date, etc., les décisions, il y a une chose que ma mère a dit au pasteur à ce moment-là. Il lui a dit, pasteur, ce garçon, bien que je l'ai accepté pour faire plaisir à ma fille, mais si réellement vous êtes un serviteur de Dieu, vous verrez que ce garçon n'a pas un bon esprit. Vous verrez que ce garçon a quelque chose qui l'anime, qui n'est pas bien. Pour moi, pasteur, ne vous précipitez pas. Ma mère a même dit, pour moi, ne célébrez pas le mariage. Laissez-nous peut-être faire tout ce qui est coutumier, etc., mais ne célébrez pas le mariage. Elle l'avait reçu Ma déjà. mère a toujours senti l'esprit qui animait cet homme. Ma mère l'a toujours senti. C'est juste comme je dis, nous sommes têtus. On croit tout connaître lorsqu'on est jeune. Surtout ça. Ouais.
Et donc, le pasteur lui dira, non, maman, tu exagères, nanani, nanana, les enfants, ils ont pris l'initiale, et tout ça, les préparations, etc. Ça s'est passé. Mais ce jour-là, ma mère a dit au pasteur, si quelque chose arrive à mon enfant, je pense que vous serez consciente que moi, je vous ai parlé de tout ça bien avant. On est passé, le mariage s'est produit. Donc, comme je disais, il y a eu des épisodes où ma famille me disait souvent quitte-le, quitte-le. Des fois même, je disais à ma mère, je ne te parle plus. Donc, c'était à choisir entre ma mère et lui. Je prenais toujours la part de mon mari. C'était lui, personne d'autre. Et à ce moment-là, vous avez mis où le côté spirituel, en fait? Vous étiez encore à fond dans les choses de Dieu ou vous avez vraiment... Est-ce que vous avez vraiment mis ça de côté et là, c'était que vous? Spirituellement, je peux dire avant, après le mariage, comme on dit, hein, on ne sait pas si on est chaud, si on est froid, si on est tiède. On est encore jeune, on se dit qu'on prie, qu'on connaît Dieu, mais réellement, on ne le connaît pas. Oui, c'est prier, mais voilà. C'est pas servir tu pries, Dieu. En fait, tu pries, tu te dis être chrétienne, sans pour autant faire la volonté de Dieu. Exactement. Tu vois, des fois, on confond ce que Dieu veut que je fasse et ce que moi, je veux faire. C'est comme quand on dit « je suis chrétienne, mais je ne suis pas pratiquante ». C'est exactement ça. Exactement. Voilà. Et donc, il y a eu plusieurs fois, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. Donc, il était habitué à ça. Et à un moment donné, même ma famille me disait, comme on dit chez nous en Lingala, moi, mbalo a kiss. Donc, il t'a envoûté. Il t'a envoûté. Voilà. C'est ça. Donc nous, tes histoires, on ne rentre plus, on ne parle plus, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Donc après cet épisode-là d'anniversaire, agression, frappé, etc., j'ai pris la décision. Je me suis dit, écoute, trop c'est trop. Je ne te dis pas que je te quitte, parce que nous sommes mariés. Mais je veux juste te dire que, actuellement, ce que j'ai envie de faire, comme on dit chez nous, chez les jeunes, je veux faire une pause. Je veux partir pour que tu puisses voir si je ne suis pas là, que ton fils n'est pas là. Est-ce que ta vie sera toujours comme elle est maintenant? Est-ce que tu supporteras? Est-ce que tu continueras à faire ce que tu fais ou ça va te pousser à changer? Et si je vois que tu changes, je reviens. Laisse-moi une semaine, c'était pendant les périodes de vacances. Laisse-moi une semaine, je vais réfléchir et tout ça. Il a même pris, donc il m'a aidé à faire mes bagages, etc. Je suis venue chez une amie ici à Liège, passer les 1 semaine de congé en me disant que c'est tranquille. Il a accepté, il a dit oui. Il m'a ramené jusqu'à prendre le train. Dès que je suis rentrée dans le train, je suis arrivée à Liège, harcèlement téléphonique. Oui, tu es partie et moi, harcèlement, jusqu'au point où j'ai fermé mon téléphone. Il a commencé à appeler sur le fixe de mon ami. Donc pendant les 1 semaine, c'était dispute, crier. Pourtant, il avait accepté que tu puisses aller te reposer, voilà. aller réfléchir par rapport à votre relation, c'est bien ça? D'accord. Donc lorsque j'ai vu que j'ai passé 1 semaine horrible, et je me suis dit, cette personne ne changera pas en fait. Je suis en train de tourner en rond. Le temps que je tourne en rond, j'ai un enfant qui subit ça. J'ai un enfant qui voit ça. J'ai un enfant qui est obligé de faire les allers-retours avec moi parce que je ne me sens pas bien. Il y a un enfant qui est obligé de me voir au plus bas, moral bas, physiquement bas. Je me suis dit, ça doit s'arrêter. Oui. Donc j'ai décidé, après 1 semaine de congé, de revenir. Et lorsque je suis revenue, dès que je suis arrivée à la maison, de nouveau, comme on dit, changement de personnalité. En fait, c'est qu'on... je ne sais pas comment on dit ça, plusieurs personnalités. Des troubles de comportement. Voilà, troubles de comportement. J'arrive, il m'accueille habillée tout en blanc, comme si c'était un ange. Mais vraiment, il a fait son speech, quoi. Donc, lorsqu'elle va arriver, je vais l'accueillir, les fleurs, etc. Comme dans les habitudes, quoi. Oui. Donc j'arrive, quand il me voit, il se met à genoux avec son pantalon blanc, il demande pardon parce qu'il savait déjà mon intention. Je lui avais dit, tu vois, lorsque je reviens, c'est pas pour que tu fasses tes excuses. Je te préviens, je reviens juste chercher mes affaires et partir. Donc je suis revenue, excuse. J'ai pris mes affaires, je lui ai dit non. Là, c'est vraiment la pause, mais pause. Tant que tu ne changes pas, je ne reviens pas. J'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils. On est parti de la maison. Malheureusement, comme ici en Belgique, quand vous êtes dans la même adresse, c'est lui qui travaille, toi tu ne travailles pas.
etc. Pour prendre un appartement, ça devient difficile, oui, c'est compliqué, etc. oui. À Bruxelles en plus. Donc j'ai quitté la Flandre pour venir à Bruxelles. C'était très, très compliqué pour moi. Inscrire mon fils à l'école, il fallait toute une liste, c'était compliqué. Alors l'ami où je suis allée à Liège m'a proposé de nouveau, ben, écoute, scolarise ton fils ici. Juste une petite parenthèse, enfin une petite question, pardon. L'amie en question, c'était celle qui t'avait présenté ton mari? Non. Ou c'est une autre amie? D'accord. C'est la marraine de... Non, ah, c'est une autre autre. aussi. D'accord. Donc, l'ami en question me dit, scolarise ton enfant ici, et comme ça, toi, tu as le temps d'aller faire les visites des appartements, etc. Et moi, je m'occuperai des enfants, etc. Il se trouve que je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de CPAS, Oui. je n'ai pas de Les revenus, aides etc. sociaux, oui. J'ai commencé à ce moment-là à faire tout ce qui était, comme on dit chez nous, les coopérations, les permis pour les gens au noir, etc. Je voyageais beaucoup pour faire un peu, voilà, des choses, voilà. Et à chaque fois que je partais, je renvoyais de l'argent à cet ami. Ben, tu as mon fils à la maison, je pars, je gagne de l'argent, je te donne, oui, etc. Pour t'aider, oui. Apparemment, je ne confirmerai pas quelque chose que moi je n'ai pas vu ou que, apparemment, la même amie était de pair avec le père de mon enfant. Donc, à chaque fois, elle prenait les preuves, elle allait montrer à son compagnon, qui était aussi l'ami de mon compagnon à l'époque, pour lui dire, écoute, tu vois, elle est partie avec un homme, elle a envoyé une telle somme, même si c'était pas ça. Vraiment pas du tout. Ça nourrissait la haine du monsieur. Bien sûr. Oui. Le temps que je suis chez l'ami, il abandonne l'appartement où on était, la maison où on était, il part en France, il recommence une vie là-bas. En France, ça ne va pas. Il décide de se dire, ben, je vais retourner à Kinshasa, refaire ma vie à Kinshasa, etc. Donc, il m'appelle à ce moment-là. Donc, ça fait des mois que je suis partie de la maison. Il m'appelle à ce moment-là pour me dire, ouais, écoute, j'ai un projet, je vais retourner à Kinshasa au mois d'octobre et tout ça, mais j'aimerais vivre bien pour l'instant, passer du temps avec mon fils, etc. Et tout, actuellement, je suis en France et tout. Je ne comprenais pas. Je dis, ah, t'es en France? Oui, je suis chez mon frère, etc. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, parce que moi, je ne peux jamais interdire mon fils de voir son père. Son père, oui. Donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux voir le petit, la porte est ouverte, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Donc, il venait, il voyait le petit, il repartait, ou des fois, il dormait sur Liège, chez le père des enfants de mon amie, parce qu'elle aussi, elle était divorcée avec son compagnon. Et un jour, j'avais l'habitude de parler avec son frère là où il était en France. Un jour, son frère m'appelle pour me dire, écoute Clémentine, bizarrement, je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé X au salon, il ne m'avait pas entendu rentrer, mais je l'ai entendu parler et dire au téléphone que il avait envoyé tes photos, les photos de ta maman au Congo chez un féticheur, ça n'a pas fonctionné. Et ici, je l'ai entendu parler en disant que lui ne supportait pas la séparation et que pour lui, il devait absolument éliminer tout ce qui était lien entre vous deux. Donc, pour ne plus avoir de lien, pour ne plus rien avoir avec toi et tout ça. Quand tu dis ça, éliminer le lien, il me fait, ben, le seul lien que vous avez ensemble, pour moi, c'est l'enfant. Oui. Donc, je fais, oui, mais lui, il vient ici, je le laisse voir l'enfant. Je ne l'ai jamais interdit de voir l'enfant et tout ça. Il me dit, écoute, moi, c'est que je te conseillerais, prochaine fois qu'il vient, ne le laisse pas prendre l'enfant, parce que j'ai vraiment vu son intention n'était pas la bonne. Et même toi aussi, si tu dois le voir, vois-le en lieu public. Je fais OK, il n'y a pas de souci. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai attrapé peur. Je suis allée directement porter plainte. Oui. Parce qu'il connaissait l'école de mon enfant. Je suis allée la première fois, on me dira, ben, on ne sait rien faire, monsieur n'a pas d'adresse, on ne sait pas le convoquer. Je suis retournée une deuxième fois parce que je commençais vraiment à avoir peur. Je suis retournée une deuxième fois, je fais écoutez, cette fois-ci, je veux vraiment porter plainte. Et même s'il n'a pas d'adresse, je vous donne son numéro de téléphone, essayez de l'appeler. Ou moins, s'il entend que c'est la police, il aura peut-être une frayeur ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je sens que quelque chose va m'arriver. Et la femme qui m'avait reçue, oui, mais madame, de toute façon, tant qu'il ne vous a rien fait, nous, on ne sait pas intervenir. Exactement. C'est ça qui est un peu dommage aux yeux, à la justice, c'est que à chaque fois, j'entends plein d'histoires comme ça, à chaque fois qu'on va porter plainte, qu'une femme va porter plainte, souvent, en fait, l'homme
Tant que doit l'acte n'est pas avoir fait consommé, quelque chose exactement. ben, eux, ils ne savent rien faire. C'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il y a ce genre d'émission. C'est pour ça on a plein de femmes qui se lèvent aujourd'hui justement Ouais. pour que cette loi-là, enfin, ce n'est même pas une loi qui a été votée, mais c'est juste cette chose-là qu'on Qui doit va prendre en changer. considération, en fait, la plainte des femmes. À chaque fois qu'une femme vient se plaindre ou vient au commissariat, en fait, pour dénoncer quelque chose qu'on doit prendre, vraiment, ça me sidère, en fait. J'arrive même pas à comprendre, parce qu'à chaque fois, quand on entend ce genre d'histoire, c'est que quelques temps après, les femmes en question meurent. Ici, le problème, c'est que, étant victime, Mhm. des fois, je crois que, et je pense même, à un moment donné, la victime devient l'agresseur. Oui. Et l'agresseur devient la victime. Exactement. Malheureusement. Oui. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Donc, à ce commissariat, je me suis mise à pleurer. Parce que je sentais vraiment au fond de moi que quelque chose allait arriver. quelque chose allait arriver. Surtout qu'à l'époque, j'avais, d'ailleurs, je l'ai toujours à mes côtés, une jeune sœur qui m'appelait à ce moment-là. Mais pour te dire, lorsque le diable veut te cribler, il va t'éloigner de toutes les bonnes personnes que Dieu te met à côté. Toutes les personnes qui vont te ramener la parole de Dieu à ce moment-là seront les mauvaises personnes. Oui, exactement. Et cette sœur, j'ai toujours été avec elle. C'était une personne avec qui on partageait la parole de Dieu, etc. Mais lorsque j'ai eu mes problèmes avec le père de mon enfant et que je suis allée chez cette amie-là à Liège, j'ai commencé vraiment à sentir cette sœur étouffante. J'avais plus envie qu'elle me parle de Dieu, j'avais plus envie d'entendre parler de, tu sais, prophétie, etc. J'avais vraiment plus envie. Tandis que cette sœur, avant que cela se passe, m'a appelée et elle m'a dit, déjà pour que je la réponde, c'était très difficile au téléphone. Elle me dira, oui, Clémentine, écoute, j'ai eu un prophète au téléphone, elle ne te connaît pas, mais selon la description de la personne qu'il m'a donnée, je sens que c'est toi. Il m'a dit qu'il y a une personne à mes côtés avec un enfant, etc., qu'elle allait mourir. Qu'elle allait mourir. Et il te demande de rentrer en prière, etc. Et tout, donc je réponds, oui, ça va, ok, ça va, c'est bon. Dès qu'elle raccroche avec ma copine, on se met à rire. Ouais, mais elle, c'est tout le temps, Dieu par-ci, Dieu par-là, pourquoi je vais mourir? Donc, je reviens à mon commissariat. Au commissariat, je pleure, je prends ma plainte. Je pars à l'école de mon enfant parce que, au temps normal, il allait récupérer l'enfant aussi à l'école quand j'avais pas le temps. On lui donnait l'enfant porte son nom, etc. Donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Mais quand on est arrivé à ce moment-là, je suis allée à l'école pour prévenir et leur dire, écoutez, si le père de telle personne arrive pour le chercher, ne le privez pas, c'est son enfant. Mais avant de lui donner, appelez-moi que je vienne d'abord. Comme ça, parce que eux déjà au départ c'était oui mais madame tant qu'il n'y a pas de jugement qui vous donne la garde exclusive, nous on ne peut pas interdire le monsieur de prendre. Donc il n'y a pas de souci. Appelez-moi juste avant que l'enfant parte avec, gardez l'enfant jusqu'à ce que j'arrive et moi je m'arrangerai avec. En sortant du commissariat, je dis à la policière qui m'avait reçue, je fais écoutez madame, gardez bien mon visage au fond de vous. Retenez ce visage parce que vous me mettez en danger. Et si quelque chose m'arrive, j'espère que vous l'aurez dans la conscience. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Je suis sortie, je suis partie. Après, tu le ressentais aussi que quelque chose allait t'arriver. Je suis partie. Et après 2-3 jours comme ça, on va arriver au moment fatidique. Il m'appelle. Oui, écoute, j'ai été convoquée à la police flamande, je dois absolument y aller et tout ça, mais il se fait que je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent et j'aimerais voir mon enfant aussi avant de partir, etc. Donc je lui fais, ok, il n'y a pas de souci. Le commissariat, là où j'ai porté plainte, le col de mon fils et le Quick font vraiment un triangle, quoi. Donc je lui dis, écoute, on se voit au Quick. Donc, parce que je savais que si quelque chose devait se passer, la police était là, on était en plein centre-ville, les gens seront là pour intervenir. Comme son frère m'avait dit, reçois-le dans un lieu public. Donc, il arrive ce jour-là. Déjà, première chose qui m'a tiqué, j'ai envie de voir mon fils, mais il ne l'a même pas calculé une seconde. D'accord. Il est arrivé, je lui dis, écoute, à ce moment, c'est un peu dur pour moi, avec la recherche de l'appartement, il faut vraiment que je mette de côté. La seule chose que je peux te donner, c'est 100 €. Je te donne 100 €. Vas-y à ta convocation. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de l'attendrir.
Je lui ai dit, écoute, si tu pars, peu importe ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Tandis que lorsque moi, je disais tout ça, monsieur avait fait des accidents avec ma voiture, à mon nom. Je ne sais pas, il y a eu, s'il y a eu mort d'homme ou... Je ne sais pas. Donc, il a été convoqué pour ça. Et moi, je n'étais pas au courant hein, pendant ce temps-là. Donc, je lui dis, peu importe ce que tu as fait, je suis quand même la mère de ton enfant, je ne vais pas te laisser tomber. S'il faut que je vienne, je viendrai. S'il faut que je vienne te rendre visite, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, je le ferai. Mais voilà, tout ce que j'ai, c'est 100 €, tu peux partir avec. C'est pour ça, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu as l'habitude de faire le bien, fais-le quand même. Parce que certains biens crient en notre faveur. Oui. Tu comprends? Tu fais le bien, tu ne sais pas pourquoi. Parce que je pouvais aussi très bien dire, c'est mon argent. C'est ça. Je ne suis pas obligée de le donner avec tout ce qu'il m'a fait. Je n'ai pas à lui donner de l'argent. Ce jour-là, avec le cœur vraiment rempli de joie, tout ce que tu veux, malgré que je venais de pleurer au commissariat, j'ai pris les 100 €, je lui ai donné. Donc il nous dira au revoir, il est parti. Ce jour-là, c'était le week-end. Le même week-end, j'avais une fête, je suis allée à la fête, j'ai rencontré des gens, toute heureuse. Lundi, le 12 octobre 2015, c'est le jour de l'agression. Lundi le 12, comme il est déjà venu plusieurs fois dans l'appartement de mon ami, donc il sait la composition de l'appartement, il sait l'organisation de l'appartement, parce que mon ami avait aussi 2 enfants, a 2 enfants, je ne vais pas mettre ça au passé, a 2 enfants. Et il savait que le week-end, ce week-end, les enfants étaient chez leur père. D'accord. Donc il n'y a que moi, mon fils et mon ami qui restons à l'appartement. Il sait que le père accompagne ses enfants à l'école le matin, la mère va les récupérer l'après-midi, comme ça la semaine recommence avec les gardes alternés. Il sait que mon ami travaille, donc elle part de la maison vers 5h, 6h, donc il le sait. L'appartement, il sait aussi que l'appartement, si je dois expliquer, c'est au rez-de-chaussée. Lorsque tu rentres, tu vas au fond de l'immeuble, tu es à la porte de l'appartement et juste vraiment à gauche ou à droite, ça dépend de là où tu te places, tu as une porte qui donne dans la cave de l'immeuble. Donc c'est vraiment, tu ouvres, tu es arrivé à la cave, tu ouvres, tu es arrivé dans l'appartement. Donc tout cet emplacement, il le connaissait. Le lundi, on se réveille, mon ami part le matin, je me réveille, je prépare mon fils parce qu'il allait à l'époque à l'école avec les enfants de mon ami. Je prépare mon fils à aller à l'école. Et pendant que mon fils se préparait, donc je lui dis, il était quoi? Il était peut-être 8 heures, où on allait vers les 8 heures et on devait sortir pour aller à l'école. Je dis à mon fils, va chercher ta veste. On est au mois d'octobre, il fait froid, etc. Je prends aussi ma veste. Malheureusement, à ce moment-là, je me suis remis à fumer. Donc, je lui ai dit, va chercher ta veste le temps que moi, je sorte, aller fumer ma cigarette dehors et tout ça. Et en sortant, en fait, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, lorsque monsieur est arrivé et qu'il m'a demandé le 100 €, en fait, c'est comme si j'avais acheté ma propre essence, mon propre briquet. Tu comprends? Donc, l'argent qu'il avait demandé, c'était pour aller s'acheter tout ce matériel-là. Donc, je me suis acheté mes instruments de torture. Il est allé, il a acheté. Il est venu le matin. Je ne sais pas, je ne peux pas accuser. Je ne sais pas si c'est mon amie qui lui a ouvert la porte parce qu'elle sait qu'il venait des fois à la maison. Elle ne sait pas si j'avais rendez-vous avec. Je ne sais pas si c'est elle. Je ne sais pas si c'est les voisins. Il est arrivé le matin. Il s'est caché à la cave. Il suivait les mouvements. Il s'est drogué. Je ne sais pas avec quoi, mais en tout cas, il n'était pas dans son état général normal. Il s'est drogué, donc il entendait les mouvements. Et lorsque j'ai dit à mon fils, va chercher ta veste, je vais aller fumer ma cigarette, en ouvrant la porte de l'appartement, donc on a ouvert en même temps les portes, il a ouvert la cave, j'ai ouvert la porte. Et dès cet instant, j'ai reçu mon premier rafale de couteau. Parce qu'il est arrivé avec un couteau, de l'essence et un briquet. J'ai reçu le premier coup de couteau qui se trouve sur le front. Je commence à saigner. En fait, je ne me rends pas vraiment compte. C'est lui, c'est pas lui, c'est qui. On commence vraiment à se débattre. Tellement brusque. Voilà, c'était tellement brusque que tu ne t'attends pas. Donc, je reçois le premier coup de couteau, je reçois le deuxième, le troisième, et je me rends compte que je me fais agresser, quoi. C'est un couteau.
Et avec le sang qui gicle, etc., je ne vois rien. Tandis que moi, j'essaye de me débattre. Et ça, c'est dans l'appartement ou c'était sur les cages d'escalier? En fait, quand je suis sortie, quand il m'a mis le premier coup de couteau, il m'a poussée à l'intérieur. D'accord, à En l'intérieur fait, de l'appartement. l'objectif, c'était, je te fais rentrer, je ferme la porte de l'appartement, je fais ce que j'ai à faire, ensuite je pars. D'accord. Lorsqu'il est rentré, donc voilà, il a commencé à me taillader le visage, etc. Il me pousse à l'intérieur et il se précipite vers la porte pour fermer. Mais Dieu merci, j'avais encore de la force. Je suis venue, je l'ai empêché justement de fermer la porte au cas où s'il y a un voisin qui entend le bruit, il sait ouvrir la porte. Et donc on se débat. Donc là, comme on pourrait voir après, j'ai eu des cicatrices un peu partout, j'ai été égorgée, etc. Il a vraiment essayé la totale. Et quand j'ai vu qu'il m'égorgeait, je me suis dit, bon, s'il y a quelque chose qui va me tuer aujourd'hui, c'est le couteau. Donc si je dois me battre pour quelque chose, je dois me battre pour prendre le couteau. Dans ma tête, je n'ai pas d'idée d'essence, je n'ai pas d'idée de briquet, je n'ai vraiment pas l'idée de ça. Et en se battant pour le couteau, il s'envole, il va dans l'autre pièce. Le réflexe que j'ai eu, c'est de courir, parce que le premier qui a le couteau, c'est le premier qui a... Et tout ça devant l'enfant? Devant l'enfant. En fait, les pièces, c'était quand En fait, je suis vraiment désolée parce que je connais ton histoire, mais en fait, le fait de t'entendre raconter encore cette histoire, ça me donne des frissons parce que je me dis, en fait, c'est là que j'appuie ce que ta maman, elle a vu. C'est vraiment un esprit derrière une personne. Parce qu'une personne, une personne normale comme ça ne peut pas faire ce genre de choses devant un enfant, un innocent. C'est pour ça, à chaque fois que je donne ce témoignage, je dis une chose. Vous savez, des fois, on lutte, c'est pas avec la personne qu'on lutte. Et d'ailleurs, les gens, même lorsque les personnes me posent la question de savoir si j'ai pardonné à cet acte, j'ai toujours tendance à dire oui.